Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler de Marcus Garvey. Marcus Garvey est tout simplement l'un des plus grands membres du peuple originel du XXe siècle, et cela de très loin. Marcus Garvey est celui qui a voulu ramener massivement les Noirs d'Amérique et des Caraïbes en Afrique après plusieurs siècles d'oppression et d'esclavage. Mais nous avons vu dans une autre vidéo que Dieu a décrété 400 ans d'oppression dans une terre étrangère pour son peuple dans la Bible, dans Genèse 15, versets 13 à 14. Or, il se trouve que nous avons dit que cette prophétie était à surveiller dans la nation qui constitue à elle seule les nations qui ont opprimé le peuple de Dieu, à savoir les États-Unis d'Amérique. Et il se trouve que cette nation prétend avoir commencé officiellement à pratiquer l'esclavage des Noirs en 1619. Donc, dans ce cas, l'accomplissement tombe en 2019. Or, Marcus Garvey a lancé sa compagnie maritime censée ramener les Noirs en Afrique en 1919, c'est-à-dire tout juste 100 ans trop tôt. Néanmoins, bien évidemment, juste pour la parenthèse, comme on l'a dit dans l'autre vidéo, ça ne veut pas dire qu'en 2019, il y aura un mouvement qui va essayer de ramener les Afro-Américains, Afro-Caribéens, etc. vers la terre d'origine, car la prise de conscience du temps de Marcus Garvey est tombée presque totalement. Mais Dieu tiendra parole, mais après, c'est au peuple de se saisir des prophéties. Si le peuple fait le sourd, eh bien, il en sera ainsi et l'esclavage mental continuera, bien que sur le plan spirituel, l'heure de la libération aura sonné. Donc, on referme cette parenthèse et on poursuit sur Marcus Garvey. Donc, nous disons que, en fait, l'échec de Marcus Garvey aura été en quelque sorte justement une grâce de la part de Dieu afin que son peuple soit averti et puisse en tirer un enseignement profitable, surtout quand on voit que aujourd'hui en 2017, la diaspora du peuple originel n'a pas été capable de réaliser le 1/100 de ce que Garvey a fait avec son organisation, et que malgré les moyens technologiques, le degré de conscience de la cause du peuple originel aujourd'hui n'atteint pas le 1/100 de celui de l'époque de Marcus Garvey, le tout dans un contexte de mondialisme soucieux d'abattre les frontières pour exercer une sorte de gouvernance mondiale. C'est pourquoi nous allons nous remémorer l'épopée de Marcus Garvey et en tirer les enseignements comme il se doit. Enfin, il nous faut dire qu'il existe des petites divergences sur la biographie de Marcus Garvey, comme sur toutes les grandes personnalités historiques. Donc, toutes les précisions et corrections sont les bienvenues. Quant à nous, on a voulu, dans la petite biographie qui va suivre, présenter cet homme extraordinaire sans pour autant nous soucier de qui dit vrai ou non sur certains détails. On a voulu mentionner les éléments de sa vie qui nous semblent les plus dignes d'être rappelés, tout en tenant compte du fait que les vidéos ne remplaceront jamais les livres qui permettent d'entrer en profondeur sur un sujet précis. On vous conseille pour cela donc 2 ouvrages sur Marcus Garvey, voire même 3. Donc, premièrement, le livre de Marcus Garvey, donc Philosophy and Opinion of Marcus Garvey. Ensuite, il y a Marcus Garvey, le nègre au chapeau. L'ascension et la chute de Marcus Garvey de Colin Grant. Et du doyen T.T.V. Godwin, T.T. Adjalogo, Marcus Garvey, le père de l'unité africaine des peuples. Donc, maintenant que ça c'est dit, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet et commencer. Marcus Garvey est né le 17 août 1887 en Jamaïque. Il n'a donc jamais connu l'esclavage qui a été aboli en 1833 ou en 1834 dans la Jamaïque et même dans l'ensemble de l'Empire britannique. Marcus Garvey, a très tôt pris conscience en fait du racisme, car étant enfant, il s'était fortement attaché à une fille blanche et la réaction du père de la fille a été sans appel.
il a envoyé vivre très loin de Marcus Garvey. Marcus Garvey a aussi très tôt eu la possibilité d'exercer le leadership, car il avait été employé dans une imprimerie dans sa ville natale où il a accumulé une certaine expérience, et c'est sur les recommandations de son employeur qu'il va être engagé dans une imprimerie à Kingston, la capitale, et où en quelques mois seulement il va devenir contremaître, donc c'est-à-dire atteindre un poste qui est justement habituellement réservé aux blancs, car en Jamaïque on ne formait pas d'ingénieurs ou de techniciens, on préférait faire venir des Anglais, des Britanniques, même s'ils n'étaient pas qualifiés pour des postes de responsabilité. Ensuite, en 1908, Marcus Garvey a été élu vice-président syndical lors d'une grève générale qui s'est déroulée en Jamaïque. Donc, à seulement 20 ans, Marcus Garvey avait déjà démontré des talents de leader. Il s'est montré responsable et donc il avait déjà commencé à défendre la cause du peuple. Il faut dire que dans son enfance, son père n'aurait eu pour seule richesse que des livres, ce qui fut en réalité une nourriture pour Marcus Garvey dans son enfance, et la culture qu'il a développée a réussi à certainement gagner la confiance de son premier employeur à l'imprimerie, et qui sera justement pour lui une sorte de parrain qui va le conseiller, qui va aussi l'aider financièrement. Pourtant, Marcus Garvey n'a pas fait d'études supérieures. D'ailleurs, il n'y avait pas d'université en Jamaïque ni dans l'ensemble des Antilles britanniques. Néanmoins, ses expériences dans sa jeunesse sont très riches. Marcus Garvey a beaucoup voyagé. Il a été dans différents pays d'Amérique latine et dans les Antilles où il pouvait justement voir la souffrance généralisée du peuple originel. Et ça, c'est d'expérience, c'est-à-dire qu'il a vu cela de ses yeux en allant de pays en pays, justement, sous les bonnes grâces. Il a été conseillé, il a été envoyé, il a été recommandé par son ancien employeur. Et Garvey déjà cherchait à chaque fois, partout où il allait, à se faire le porte-parole de sa communauté qu'il voyait souffrir. Ensuite, donc, il partira pour l'Europe, et plus précisément, dans un premier temps, à Londres, où il va en fait combler ses lacunes en matière d'éducation. Il va fréquenter la grande bibliothèque, le British Museum et le coin des orateurs, là où les gens parlent, etc. C'est un peu le parlement de la rue. C'est à Londres que il deviendra le garçon de course de Djouz Mohamed Ali, qui est un éditeur noir d'origine égyptienne ou égypto-soudanaise, qui en fait publiait une revue qui était consacrée à l'Afrique et à l'Orient. Garvey va visiter plus tard d'autres pays européens, et ses nombreux voyages et sa culture faisaient penser en fait que ce jeune homme-là était le fils d'une personnalité importante, c'était un riche héritier, etc. Ce qui justement va l'amener à se fiancer avec une héritière irlando-espagnole. Mais bon, bien évidemment, ça ne va pas durer longtemps. Et Garvey donc a eu la possibilité de visiter l'Europe, de voir donc toutes ces grandes villes du continent qui a colonisé presque toute l'Afrique et l'ensemble du monde. Il a vu les musées, les édifices et tout le patrimoine culturel occidental. Et donc Garvey va maintenant se poser une question. Et c'est à ce moment-là qu'il va prendre une décision qui va en fait changer le cours de sa vie et le faire entrer dans l'histoire. Donc Garvey se dira, en fait, il va se poser la question, où est le gouvernement de l'homme noir? Où est son président? Où est son pays, son ambassadeur, son armée? Il a dit, nulle part je ne le voyais. C'est à ce moment que j'ai eu une vision
d'un nouveau monde d'hommes noirs, non pas de péons, de serfs, de chiens et d'esclaves, mais une nation d'hommes forts qui laissaient leur empreinte sur la civilisation et faisaient briller sur la race humaine une nouvelle lumière. Donc, dès lors, Marcus Garvey décide de retourner à Kingston, en Jamaïque, dans son pays d'origine, le 7 juillet 1914. Donc ici, vous voyez quelqu'un, un jeune homme, qui rentre dans son pays après avoir fait l'Europe, après avoir été dans les nations dites développées. Lui, il est retourné chez lui parce qu'il a vu la nécessité d'élever son peuple. Tandis que on sait comment sont la plupart des Africains lorsqu'ils quittent l'Afrique avec la misère derrière eux et qui s'installent en Europe, en Occident, en Amérique, etc. C'est pour y passer le restant de leurs jours et essayer tant bien que mal d'aider ceux qu'ils ont laissés derrière eux dans leur pays d'origine. Et donc on nous dit que 5 jours à peine plus tard, Marcus Garvey, après son retour en Jamaïque, fondait la UNIA, donc l'Universal Negro Improvement Association and African Communities League. Donc c'est une association pour le progrès des Noirs et la Ligue des communautés africaines. Le but de la UNIA était de promouvoir la fierté noire, de contribuer à la civilisation, et son slogan était un but, un Dieu et un destin pour tous les Noirs. La UNIA est là, d'ailleurs, c'est important. Il dit un but, un Dieu, un destin. Voilà donc le slogan de cette organisation-là. Donc, déjà Garvey avait mis Dieu au devant. Mais on verra que ce n'était pas assez. Et que sur ce point-là, il a fait quelques erreurs. Mais bon, comme on l'a dit, le temps n'était pas encore venu. La UNIA, en fait, en tant qu'association universelle, se voulait de rassembler tous les Noirs, en fait, comme l'Église catholique, donc qui veut dire Église universelle, elle aussi rassemble ses fidèles de partout dans le monde et prétend être la seule Église chrétienne légitime. Pourtant, en Jamaïque, à cette époque-là, le système colonial avait pris le soin de tout faire pour que l'idéal de Marcus Garvey ne reste que dans le domaine du rêve, en faisant en sorte que le noir à la peau claire rejette toute idée d'être associé au noir qui a la peau sombre. Et toute la société, en fait, cherchait les faveurs, cherchait à ressembler au maître blanc. Ou en tout cas, à avancer dans sa société au détriment de l'autre qui est moins clair ou plus foncé, etc. Donc Marcus Garvey d'ailleurs dira: il me fallut choisir entre faire plaisir à mes amis et être un nègre blanchi, ce qui m'aurait garanti une certaine prospérité, ou bien assumer mes convictions pour défendre, aider, éduquer et protéger l'intégrité de millions de Noirs et donc accepter de souffrir. Donc, fin de citation de Marcus Garvey. Donc malgré tout ce qu'il dit là, en fait, plus tard, il écrira en fait un article qui viendra vanter en fait la colonisation britannique au point en fait de surprendre même ses adeptes et tous ceux qui le connaissaient, tous ceux qui connaissaient ses idées. L'article était intitulé Ce que la liberté a fait pour les indigènes de notre île. Donc cela nous permet de faire un petit parallèle avec Patrice Lumumba, un autre héros du peuple originel qui, comme on va le voir avec Marcus Garvey, a aussi au départ bénéficié de l'apparente bienveillance du paternalisme colonial qui vise en fait à garder près de lui les meilleurs éléments ou en tout cas les plus éduqués, les plus favorisés, les plus populaires des peuples colonisés pour s'en servir
pour contrôler la masse du peuple. Ainsi, Lumumba écrira en fait le très colonialophile livre Le Congo, terre d'avenir, est-il menacé, où il fait des propositions et en même temps l'éloge de la colonisation belge. Mais plus tard, on sait que le 30 juin 1960, son discours historique devant le roi des Belges effacera donc le souvenir de son ancien discours qu'il a tenu dans ce petit ouvrage. Lumumba, comme Garvey, était un féru de livres. Il cherchait à lire sur ce qui a fait et qui a défait les nations, la politique, l'histoire, etc. Donc ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Et aussi, bien que lui aussi, Lumumba, était sans diplôme, il a vite gravi les échelons de la société pour arriver au sommet que pouvait atteindre un homme noir au Congo belge. Il a voyagé en Europe et il a été leader précoce. Et comme Marcus Garvey, il a eu une ascension fulgurante et une chute tout aussi brutale. Pour revenir en fait à Marcus Garvey et à son retour en Jamaïque, il lui aura en fait fallu à peine quelques semaines pour lancer la toute première convention de son association nouvellement créée, où en fait il va commencer à nommer des responsables qui vont voter des présidents, qui vont voter des ambassadeurs, etc. Ils vont commencer à se parer de titres symboliques que Garvey malheureusement affectionnait tant. Et tout au long de son parcours, il a toujours été quelqu'un qui arborait comme ça des titres et en flanquait pour les autres, ce qui ne va pas toujours servir ses intérêts, puisque à force de se donner des titres honorables, docteur, etc., certains vont commencer à essayer de le décrédibiliser en disant que simplement il s'inventait des titres. Marcus Garvey veillera à ce que son organisation soit clairement pas vue comme une organisation politique. N'oubliez pas qu'on est en pleine période coloniale. C'est l'administration britannique qui dirige la Jamaïque. Donc, il se présentait comme une association de bienfaisance avec des activités de lecture, d'entraide et un club de débat. Et Amy Ashwood, qui sera en fait sa future épouse, va leur permettre même à la UNIA d'emménager dans de beaux locaux, puisque c'est cette jeune femme-là, même une jeune fille, qui en fait gardait la bourse de son père, et c'est avec la caution de celui-ci que il va leur permettre d'emménager dans ces beaux locaux. Marcus Garvey arrivera à s'attirer même les faveurs du maire de Kingston, ou tout du moins en apparence. Il aura même reçu une lettre du gouverneur général de la couronne britannique avec un montant de 2 livres. Il faut dire que pour la plupart, ces premiers philanthropes étaient des blancs. Et c'est encore une fois un parallèle qu'on peut faire avec Patrice Lumumba et bien d'autres. Donc Marcus Garvey nourrissait le projet de fonder une ferme industrielle, un institut en Jamaïque comme celle de Booker T. Washington aux États-Unis. Booker T. Washington, en fait, c'est un métis dont on reparlera. Il était écrivain activiste afro-américain qui s'était hissé lui aussi au sommet de la condition noire aux États-Unis, au point même de côtoyer les murs de la Maison Blanche. En fait, les méthodes de Booker T. Washington, traduites par l'intégration professionnelle des Noirs, s'opposaient aux méthodes d'un autre géant de la communauté noire aux États-Unis, à savoir Webb Du Bois, lui aussi ayant des ancêtres blancs comme Booker T. Washington, mais lui il prônait en fait l'élévation intellectuelle des Noirs, puisque il voyait que Booker T. Washington essayait plutôt de les apprendre un métier, mais un métier qui donnait l'impression d'être toujours des subalternes, etc. Alors que pour Webb Du Bois, c'était plutôt une question d'excellence, de noirs cultivés, etc. Puisque lui,
Il était diplômé de Harvard. Donc la vision d'indépendance économique de Marcus Garvey rejoignait plutôt Booker T. Washington que Du Bois, qui deviendra en fait plus tard le grand adversaire et rival de Marcus Garvey. Et là encore, on peut faire un parallèle avec Patrice Lumumba et Kasavubu. Donc en 1916 plutôt, Marcus Garvey va partir s'installer aux États-Unis et poursuivre son mouvement. Et là, il débarque à Harlem, donc qui est le célèbre quartier de New York, qui a une forte concentration de Noirs, et cela à une époque où elle était dite en pleine renaissance, avec sa culture du jazz, ses poètes de rue, ses orateurs de rue, son loto clandestin, ses contrebandiers d'alcool à l'époque de la prohibition aux États-Unis, où c'était illégal, ses églises pleines de faux pasteurs avec ses politiciens de salons de coiffure, etc. Donc il y avait même une pratique appelée le rent party. Donc c'était une sorte de fête où les gens se cotisaient pour payer les dettes des uns des autres, les loyers en retard, etc. lorsque on participait à ces événements-là. Donc c'est donc dans ce Harlem-là que 100 ans trop tôt va déferler l'ouragan Marcus Garvey. En un mois seulement, après son arrivée, Marcus Garvey va louer une salle pour organiser une soirée de rencontre avec la communauté, après avoir déjà commencé à prêcher dans les rues et démontrer son talent d'orateur qui est tout simplement unique. Donc, oubliez même Martin Luther King, oubliez Malcolm X, oubliez tous ceux que vous avez entendus, vos pasteurs, etc. Marcus Garvey, c'était un phénomène en tant que orateur. Donc, il était éloquent, il avait une voix puissante. Et Garvey avait imprimé des tickets qu'il a vendus dans les rues de Harlem tout seul. On sait que Garvey va toujours être en contact avec le domaine de l'imprimerie, des journaux, etc. et tout ce qui est distribué, des brochures, des flyers, etc. parce que c'est un domaine où il a travaillé en Jamaïque. Et pour ce tout premier meeting, Marcus Garvey a utilisé ces vieilles astuces de la Jamaïque, en fait, pour faire le buzz, pour attirer l'attention et faire parler de lui. Il avait invité le président américain Theodore Roosevelt. Forcément, cela lui permettait ensuite de lire en public la lettre que l'administration américaine lui retournait, disant que le président était désolé de ne pas pouvoir être présent, mais qu'il soutenait, il encourageait, etc. Donc Marcus Garvey savait donc tirer avantage de ce genre de situation et il avait l'expérience comme avec le gouverneur général de la couronne britannique et le maire de Kingston en Jamaïque dans son pays d'origine. Marcus Garvey a ensuite visité tour à tour les bureaux de la NAACP où il dit n'avoir vu que des blancs. Et ensuite, il a été visiter l'Institut Tuskegee de Booker T. Washington. Donc, celui-ci, Booker T, étant malheureusement mort quelque temps plus tôt. Donc, ses successeurs, par contre, n'ont pas accordé d'intérêt au projet de Marcus Garvey de construire une institution pareille en Jamaïque. Donc, Garvey était un peu déçu, mais néanmoins, c'est pas ça qui allait l'abattre, puisque il se voulait de toute façon être totalement indépendant, les idées étaient présentes. On rappelle aussi que la NAACP, c'est la National Association for the Advancement of Colored People, donc Association nationale pour la promotion des gens de couleur, qui a été fondée par Webb Du Bois. C'est un organisme de noirs largement dépendant des aides des blancs, comme Garvey l'aura constaté lorsqu'il a visité les locaux. Il a vu plus de blancs que de noirs. En 1918,
La UNIA de Marcus Garvey est maintenant enregistrée aux États-Unis, ce qui sera un succès immédiat. L'organisation se dit ouverte à tout individu ayant du sang noir et 25 cents de cotisation par mois. Et ça, c'est déjà un premier souci en réalité, bien que ça aurait pu être un point positif, mais le fait de monnayer l'adhésion peut poser des problèmes. C'est-à-dire, on conditionne simplement à qui peut cotiser, donner de l'argent et avoir du sang noir. Mais bon, pour l'instant, on continue. Donc, un mois plus tard, il enregistre maintenant la branche commerciale de la UNIA avec pour débuter en fait l'ouverture d'un restaurant, d'une blanchisserie et une société d'import-export. En fait, son ambition clairement affichée est que les membres de la UNIA seraient les employés et en même temps ils vont constituer aussi la clientèle. Donc c'est un objectif qui est parfaitement logique et atteignable avec le nombre d'adhérents toujours plus nombreux qui est en train de s'enregistrer sans cesse et très rapidement. Donc Marcus Garvey a compris que, en fait Marcus Garvey ici il a compris un principe simple. Il y a une communauté avec un gros potentiel économique. Cette communauté a des besoins, alors on crée des entreprises pour y répondre. Cela crée des emplois dans cette même communauté et cette communauté consomme ou utilise les produits et les services de ces entreprises. Donc l'économie tourne et cette communauté participe à la prospérité non seulement de l'ensemble de la communauté, mais aussi de la société en général. Donc elle gagne en influence politique, etc. Ce que presque toutes les communautés font en réalité de manière systématique, de manière presque automatique, sauf les Noirs. Et Marcus Garvey comprenait donc ce potentiel et comptait bien en tirer un avantage. Et bien évidemment, malheureusement, comme on le verra, c'est sans compter la mentalité d'esclave qui régnait encore dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit du peuple originel. Et en 18 mois, la UNIA passe de 13 membres, c'est toujours important là, c'est 1 plus 12, donc Garvey plus 12. Donc il passe de 13 membres à 5500 rien que à Harlem. Donc, son organisation compte maintenant des divisions dans 24 États des États-Unis et même dans les pays des Caraïbes et en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est en 18 mois seulement. Et selon Marcus Garvey, la UNIA en juin 1919 touchait 2 millions de personnes dans le monde. Et même si on s'en tient simplement aux chiffres donnés par son adversaire Webb Du Bois, disant que l'organisation, en nombre de membres en ordre de cotisation, ne dépassait pas 300 000 personnes, cela restait tout de même un chiffre énorme, surtout quand c'est en seulement 1 an et demi. Sa rivale, donc la NAACP, comptait par contre 310 bureaux, donc c'était incomparable, c'était une organisation, comme on l'a dit, qui était soutenue à bout de bras par le gouvernement américain, les philanthropes blancs, etc. Mais se trouvait de plus en plus menacée d'être dépassée par la fulgurante ascension du mouvement de Marcus Garvey, qui arrivait en force. Donc Garvey avait réussi à fonder un mouvement populaire, donc du peuple, qui allait du bas vers le haut, tandis que Du Bois, lui, il optait pour un système pyramidal du haut vers le bas, c'est-à-dire avoir d'abord les médecins, les avocats, les professeurs, etc., soit les 10% qui constituaient les Noirs les plus talentueux, pour ensuite espérer soulever
de leurs maigres épaules, en fait, la masse de Noirs ignorantes. Donc, les riches blancs, forcément, suivaient et finançaient Du Bois plutôt que Marcus Garvey. Et malheureusement, donc ça faisait quelque chose de déséquilibré dans la mesure où la NAACP pour vivre n'avait pas besoin de la communauté qu'elle prétendait vouloir aider. Donc les Noirs, qui justement avaient trouvé en Marcus Garvey et en la UNIS, son organisation, leur champion à soutenir. Ainsi, donc, le mouvement de Marcus Garvey, avec autant d'adhérents, pouvait se permettre d'offrir des petits salaires à ses plus hauts cadres et afficher de grandes ambitions, toujours plus grandes d'ailleurs, voire même irréalistes. Donc c'est ainsi que Marcus Garvey va envoyer une délégation à la conférence de Versailles organisée par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale à Paris afin de négocier en fait les traités de paix entre les Alliés et l'Allemagne vaincue avec ses alliés. Donc pour Marcus Garvey, c'était pour venir réclamer les droits des Africains à avoir une terre libre, comme les Juifs réclamaient par exemple une terre pour leur peuple. Les Juifs qui n'ont rien à voir, comme on l'a dit, avec ceux de la Bible, mais qui se sont convertis et qui maintenant se sont appropriés cette identité-là, comme on le sait. Donc sa délégation, Marcus Garvey, va même approcher, avec plus ou moins de succès, le franco-sénégalais Blaise Diagne, premier député africain élu à la Chambre des députés française, qui avait aidé en fait au recrutement de 280 000 volontaires tirailleurs sénégalais pour participer à la Première Guerre mondiale. Donc il a été récompensé par la France pour ce travail-là et la délégation de Garvey l'a approché. Donc ils sont restés en contact et ils vont le rester au point que il va même venir aux États-Unis pour participer à la convention de Marcus Garvey. Donc malgré ces démarches symboliques, Marcus Garvey gardait à l'esprit que il n'y a pas de réelle émancipation sans une totale indépendance économique. En effet, il se trouve qu'en 1917, lorsque Marcus Garvey est arrivé à Harlem, il a vu que il n'y avait pas un seul restaurant digne de ce nom qui appartenait à un noir. Les deux cafétérias qui étaient les plus fréquentées par des noirs appartenaient à des blancs. Pourtant, il y avait des commerces qui étaient tenus par des noirs à Harlem, mais en réalité, les noirs que l'on voyait n'étaient pas les vrais propriétaires. Et donc, en réponse à cela, donc Marcus Garvey a fondé l'Universal Restaurant qui offrait une cuisine de noirs du sud des États-Unis. Mais son ambition entrepreneuriale le plus fou était de créer une compagnie maritime qui voyagerait des États-Unis vers l'Afrique en passant par l'Amérique centrale et les Caraïbes. Et son nom sera la Black Star Line, donc en référence à la White Star Line, compagnie ayant exploité le fameux Titanic. Donc une fois encore, Garvey misait sur le fait d'avoir un équipage noir, tout comme des passagers ou une clientèle noire. Il avait prévu en fait son lancement de cette entreprise maritime lors d'une grande convention. Mais pour cela, il pensait que il faudrait réunir en fait 2 millions de dollars. Et justement, Garvey, à ce moment-là, il affirmait que ses partisans étaient au nombre de 2 millions dans le monde. Ainsi, se disait-il, si chaque noir donnait 1 dollar aux États-Unis, cela ferait 1 250 000 dollars. Il pourrait obtenir 250 000 dollars dans les Caraïbes si chaque personne donnait 50 cents. En Amérique centrale, il pourrait obtenir 300 000 dollars, toujours avec 50 cents, et 25 cents en Afrique par tête, ça donnerait 250 000 dollars. Donc, avec ça, il arriverait plus ou moins à 2 millions de dollars.
Et il faut préciser que 1 dollar en 1919 valait 15 dollars de 2017. Donc, 2 millions de dollars de cette époque-là, ça fait aujourd'hui 30 millions de dollars. Donc, il va organiser en fait son grand meeting le 27 avril 1919 où la ferveur populaire sera telle que le remplissage des enveloppes pour les dons pour la création de la Black Star Line va provoquer quasiment la folie. Donc, le journal de Marcus Garvey, le Negro World, va publier en fait la longue liste de tous les donateurs pour des montants qui allaient de 10 cents de l'époque. Donc 10 cents, vous faites x 15, ça fait 1 dollar et demi, à 5 dollars, qui encourageait ainsi d'autres à donner et faisant preuve ainsi aussi de transparence. Donc, la UNIA avait dû engager plus tard, à cause de la mauvaise gestion, 3 nouveaux comptables pour essayer un peu d'assainir les comptes, etc. Mais ces comptables, plus tard, vont porter plainte contre Marcus Garvey, qui vont accuser, certainement c'est dû à du sabotage extérieur, mais ils ont accusé la Black Star Line d'être une entreprise fictive qui fait appel aux dons sans être légalement enregistrée. Et il se trouve en effet que Marcus Garvey comptait lancer la compagnie plus tard lors de son grand meeting comme il avait l'habitude de le faire. Mais face aux accusations, Marcus Garvey aura vite fait de déposer les statuts de la Black Star Line et de l'enregistrer. Les journaux rivaux jaloux de Marcus Garvey ne cessaient en fait de l'attaquer, de le calomnier, surtout lorsqu'il faisait des appels de fonds, puisque peut-être qu'ils auraient aimé être à sa place, mais il ne prenait pas d'initiative, et plutôt que de soutenir, il préférait saboter le travail de Marcus Garvey. Et en à peine quelques semaines après l'enregistrement de la Black Star Line, il y avait déjà des disputes, comme toujours malheureusement, en interne entre les cadres de la Black Star Line, de la UNIA, car hélas, en fait, l'organisation ne suivait pas, malgré les ambitions, etc. Tout était déstructuré et les collectes d'argent, tout ça, ça rapportait, mais les disputes vont amener à des détournements de fonds et on va même commencer à accuser Marcus Garvey lui-même. En prévision en fait de la création de la Black Star Line et de l'achat d'un premier bateau, Marcus Garvey a engagé l'un des seuls noirs commandants de bateau à sa disposition, à savoir le capitaine Cockburn, qui allait aussi, en tant que connaisseur, être chargé de négocier les achats des bateaux. Et pour lever des fonds, Marcus Garvey partait en tournée, même jusqu'au sud des États-Unis d'Amérique. Donc les services de renseignement forcément le suivaient pas à pas, ils étaient présents à chacun de ces meetings. En septembre, la Black Star Line avait recueilli plus de 50 000 dollars, soit 750 000 dollars d'aujourd'hui, ce qui a permis d'avancer l'argent du USS Yarmouth, donc le premier bateau de la compagnie de Garvey. C'était en fait un vieux bateau de transport de charbon qui avait déjà 30 ans de service. Donc, il était estimé à 165 000 dollars selon le capitaine Cockburn que Marcus Garvey avait engagé. Mais en fait, ce bateau était totalement délabré et ne valait pas plus de 25 000 dollars de l'époque. Donc, en réalité, Cockburn, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il négociait en secret des commissions avec le vendeur pour pouvoir s'enrichir sur le dos de la Black Star Line. En plus de son salaire qui était déjà très élevé, et il avait en plus un pourcentage sur les profits de la compagnie, même s'ils ne vont jamais faire de profit. Donc, comme trop souvent dans nos communautés, l'intérêt individuel passe avant la cause du peuple. Et là, la fidélité envers le chef ne dépend en réalité que de ces intérêts-là. L'absence de règles applicables et l'incompétence généralisée font que des individus capables et apparemment compétents vont pouvoir en profiter pour trahir
sans craindre les conséquences. Puisque on les laisse faire, ils savent ce qu'ils font, mais les autres ne savent pas ce qu'ils font, ils ne peuvent pas contrôler, vérifier, puisqu'ils ne connaissent rien de la situation. Par exemple, même aujourd'hui, selon France 24, le président Issoufou du Niger a acheté en 2014 un avion présidentiel d'occasion, déjà d'occasion, pour un montant de 30 millions d'euros. Mais une enquête de l'opposition a montré qu'en fait l'avion valait que 24 millions d'euros à sa sortie de l'usine. Donc plus de 10 ans plus tôt, l'avion valait moins cher tout neuf qu'au moment où le président, ou plutôt l'État du Niger, a payé cet avion-là. Donc imaginez-vous un peu à quel point le peuple originel est largué et dans le n'importe quoi. Paul Biya, le président du Cameroun, a aussi acheté un avion livré en 2004 qui a failli s'écraser lors de son tout premier vol. Donc cela illustre bien en fait la phrase que répète souvent Louis Farrakhan: un homme ne peut s'élever au-dessus de la condition de son peuple. Donc personne ne peut s'élever au-dessus de la condition du peuple. Donc si votre pays est pauvre, vous allez être traité comme un pauvre, qu'importe votre rang de chef d'État. Tout ce qu'on voit, c'est un esclave. Si vous êtes un peuple d'esclaves, même votre roi est simplement le roi des esclaves. Mais malheureusement, beaucoup de politiciens, de chefs d'État, de notables, d'hommes d'affaires africains se disent que tant qu'on peut envoyer nos enfants étudier à l'étranger, vivre la belle vie là-bas, et si nous on tombe malade, on peut aller se faire soigner dans les hôpitaux des puissances étrangères développées, eh bien, tout va bien, on peut laisser l'Afrique sous-développée. Mais le revers de la médaille, c'est là, vous ne pouvez plus parler d'égal à égal avec les autres hommes d'affaires, avec les autres hommes politiques dans le monde. Donc, on poursuit avec Marcus Garvey. Le 30 octobre 1919, la UNIA organisait une méga réunion au Madison Square Garden, ou plutôt Liberty Hall, la salle de Marcus Garvey, devant 6000 spectateurs pour organiser encore une grande levée de fonds. Et ce fut aussi plus tard, quelques jours après, le lancement du tout premier bateau. Et ceux qui voulaient participer, pour $1, ils participaient au voyage inaugural. Il y a eu des centaines de milliers, enfin des centaines de volontaires, sans parler des milliers de spectateurs qui sont venus au quai pour assister donc à ce lancement du premier bateau. Et le succès de Marcus Garvey, ses réalisations, son audace et sa vision va forcément lui attirer de nombreux ennuis et de nombreux ennemis. On va même finir par lui tirer dessus. Heureusement, deux grandes dames de son organisation vont faire écran, s'interposer et lui sauver la vie. Donc suite à cet attentat-là, Marcus Garvey aura maintenant désormais 5 gardes du corps en permanence qui appartiennent à la milice en fait qu'il avait lui-même formée avec son organisation, qui seront là donc en permanence à ses côtés. Et Marcus Garvey était toujours pourtant aussi déterminé, aussi ambitieux. Et 3 agents du BOI, donc l'ancêtre du FBI, vont infiltrer son organisation, dont un des premiers, donc imaginez un peu, un des premiers ingénieurs noirs des États-Unis. Il va être engagé comme assistant technique du capitaine Cockburn, donc ce capitaine corrompu. Et lui, son travail va être de saboter les bateaux. Donc, ils vont mélanger des produits avec le carburant, dans le moteur, etc. Donc,
Leur travail, ça va être de saboter. Donc voilà comment des noirs, soi-disant intellectuels, professionnels, sont utilisés contre leur propre communauté. C'est donc leur façon de rendre service au pays qui les a formés, qui les a donné quelques privilèges. Donc on les envoie ensuite pour saboter le progrès de leur propre peuple. Donc, ainsi, si vous voyez un noir qui est chouchouté à la télévision, dans la politique, diplômé des grandes universités ou favorisé de telle ou telle manière, il faut savoir que tout cela a un prix. Donc le système ne va pas vous offrir cela gratuitement. C'est pourquoi lorsque vous voyez les milliardaires ou les multimillionnaires qui jouent par exemple dans les sports de haut niveau, vous les voyez de temps en temps ça et là essayer de faire des œuvres de charité. Ils vont aller offrir des repas à des gens démunis. Ils vont ouvrir une petite association ou bien une fondation philanthropique où ils vont commencer à récolter de l'argent pour des gens en réalité qui vont récupérer l'argent dans leur dos et soi-disant aider le monde. Mais on sait que l'association Bill et Melinda Gates, tout ça, c'est du business, c'est du commerce. Ils pèsent des milliards et des milliards de dollars. Ils attirent des milliards et des milliards de dollars à travers tout le monde. Mais en réalité, ils jouent plutôt de l'argent en bourse comme n'importe quelle compagnie, etc. Et c'est avec les bénéfices de ce qu'ils gagnent qu'ils financent soi-disant des projets. Et tout ça, c'est pour stériliser les enfants en Afrique, l'avortement, l'homosexualité ou je ne sais quoi. Donc c'est tout ce qu'ils font en fait. Ils font de la politique underground. Et donc les noirs qui sont là, ils voient pas tout ça. Lui il sort juste de son ghetto. Il sait qu'il est devenu millionnaire en commençant à intégrer le sport professionnel, le cinéma, la musique ou que sais-je encore. Mais en même temps on l'éloigne de sa communauté pour que plus tard on puisse se servir de lui pour faire passer tel message, etc., etc. Mais aussi pour ne pas aider la véritable cause, mais plutôt pour le saboter, pour ne jamais prendre position, etc. Donc, c'est d'ailleurs le cas de Webb Du Bois, l'adversaire de Marcus Garvey. Il est le premier noir qui a eu un doctorat à Harvard, donc qui est la plus prestigieuse université au monde. Et il va passer son temps en fait à promouvoir l'intégrationnisme au lieu de l'intégration sociale à la Garvey, puisque Garvey symbolisait la véritable intégration dans la mesure où il faisait en sorte que la communauté soit organisée économiquement, ce qui de ce fait-là contribue à la prospérité de la société en général, y compris américaine, et cela sans enfreindre les lois. Or, c'est à cause de la pauvreté, comme on le sait, que les Noirs se retrouvent dans les gangs et finissent souvent en prison. Donc Du Bois voulait que la constitution d'une élite noire intellectuelle formant 10% de la communauté porte l'ensemble des Noirs sur leurs épaules vers le progrès, sauf que lui-même dépendait du système qui utilisait ces 10% contre la masse. Ainsi, son combat était perdu d'avance. On a vu qu'en Afrique, des gens qui avaient servi la France dans l'armée comme Bokassa ou Eyadema, ou même comme députés français tels que Senghor ou Houphouët-Boigny, ces gens-là sont devenus des chefs d'État en Afrique. Et ils sont restés redevables à la France, au détriment des populations et de leur développement. C'est ainsi que les programmes scolaires, l'histoire, l'économie, la politique, en fait, servent les intérêts des anciennes puissances coloniales, ce qui a toujours pénalisé les partisans de l'indépendance réelle comme Sankara, Lumumba, Cheikh Anta Diop et bien d'autres. Puisque on mettait des gens qui étaient fidèles aux étrangers, qui signaient des accords secrets, qui donnaient des exclusivités, par exemple à la France, s'ils veulent du pétrole,
les minerais, etc. Donc on ne peut vendre qu'à la France à un prix très bas, etc., etc. Donc c'était le prix pour que les politiciens puissent se maintenir en place. Je ne peux pas, pour la raison qui est celle que j'ai été formé par la France, par les officiers français, je suis citoyen français, je suis moi-même, même si j'ai été détaché et mis à la disposition de mon pays, à la demande de mon pays, je dis, quand on aime un pays, c'est un peu comme ça, sa patrie, c'est comme sa maman. Je ne peux pas, moi, Bokassa, diriger le canon de mon arme contre un soldat français. Pendant les 7 ans de Giscard, Centrafrique était à Giscard, à lui seul. Il a su exploiter le Centrafrique. Premièrement, Giscard, dès qu'il m'a fait déposer, il a fait enlever tous les documents qui attestent la sortie des diamants de la taillerie nationale centrafricaine. Il a fait enlever les papiers. Parce que quand je transmettais les ordres par écrit qu'on m'amène le diamant pour que je remette à Giscard, la taillerie nationale de diamants gardait les papiers. Donc, que les Africains raisonnent sur ces aspects des choses. Donc ainsi, Garvey, lui, il optait bien avant tous ces grands noms, comme Sankara, Lumumba, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, etc., à l'indépendance de son peuple. Donc Garvey, c'est les années 10, les années 20, les années 30. Donc bien avant la toute première indépendance d'un pays africain au milieu des années 50. Donc la publicité de la Black Star Line disait « Nous transportons pour 25% moins cher que la concurrence ». La UNIA espérait gagner d'importants marchés, dont le transport notamment d'une cargaison de 5 millions de dollars de vin des États-Unis vers l'extérieur. Et c'est dans cet état d'esprit que l'équipage de la Black Star Line va accoster Cuba. Le président cubain Mario Garcia Menocal, un homme blanc, va en fait donner un banquet, un repas en l'honneur de Garvey et de son équipage. Il va même leur promettre tout le soutien de son gouvernement. Aujourd'hui, en 2017, on peut se demander combien de gouvernements africains auraient fait cela. Aussi, des dizaines de commerçants cubains se sont engagés à collaborer avec la Black Star Line. Donc, ils constituaient des clients volontaires pour le succès de cette entreprise. Au point que un grand producteur de sucre a même fait la promesse de retirer à la toute puissante United Fruit ces cargaisons pour les offrir à la Black Star Line si celle-ci pouvait garantir d'avoir des bateaux en bon état. Ce qui malheureusement n'arrivait pas, puisque le capitaine Cockburn et tous ceux qui étaient chargés d'acheter des bateaux, d'entretenir les bateaux, faisaient du sabotage, du détournement, etc. Cependant, Marcus Garvey restait quand même, malgré tout ça, insatisfait et insatiable. Il voulait lancer un projet encore plus ambitieux que la Black Star Line, à savoir la Black Factory Corporation. Donc, c'est-à-dire un vaste réseau d'usines noires au travers tous les États-Unis pour produire tout ce dont les Noirs avaient besoin et tout ce qu'ils consommaient habituellement. Pour cela, Garvey va lancer un appel pour recruter 10 000 Noirs de tout horizon ayant des compétences et de l'expertise ou simplement ayant de la motivation. Mais hélas, tout comme le capitaine Cockburn, cela attirait bien évidemment des escrocs, des charlatans, des infiltrés, etc. Mais heureusement aussi, dans quelques cas, des gens loyaux et compétents. Donc dans cette dynamique, les fermiers noirs de l'Oklahoma ont été même mis en contact avec les vendeurs noirs des trottoirs de Harlem, etc. pour l'approvisionnement. Et le principe était
bien, on a des choses produites par des Noirs et qui sont consommées par des Noirs. Donc ce que Sankara dira plus tard, produire burkinabé et consommer burkinabé. Mais hélas, pour Marcus Garvey et le peuple originel, la gestion de toutes ces sociétés, de tous ces projets auront été catastrophiques. Notamment à cause de la Black Star Line qui était toujours déficitaire, qui avalait les profits des autres compagnies, donc ce qui faisait que toutes les entreprises se retrouvaient dans le rouge et s'apprêtaient à couler. Après avoir été à Cuba, il y a eu le Costa Rica et Panama où des milliers de Panaméens accueillaient l'équipage de la Black Star Line avec des paniers de fruits, de légumes, des champs, etc. Beaucoup de Caribéens n'avaient plus de travail parce que c'était la fin de la construction du fameux canal de Panama en 1914. Donc, ils voulaient repartir avec la Black Star Line qui d'ailleurs en a transporté un certain nombre d'entre eux vers Cuba notamment. Donc pas même un an plus tard, en début de 1920, donc la Black Star Line déposait des acomptes pour un deuxième bateau. C'est cette année en fait que Garvey va avoir pour projet d'organiser les fameuses conventions de la race noire durant tout un mois, chaque année au cours duquel on va retrouver des défilés, des festivités, des meetings et autres célébrations en l'honneur du peuple originel. Donc ce qui devait encore accroître sa popularité au point de s'attirer le soutien même des personnes indésirables ou nuisibles telles qu'Asper Holstein, un gangster connu pour être le roi du très lucratif loto clandestin de Harlem, où les gens achetaient leurs billets, ils enregistraient leur numéro pour gagner en fait le lot. Il fallait réussir à avoir les numéros qui correspondent à la totalité des ventes de la journée à la bourse de New York. Donc c'était la raison pour laquelle on trouvait de nombreux noirs à Harlem qui achetaient le Wall Street Journal, non pas pour s'informer de l'actualité économique et financière, mais pour connaître les chiffres du loto. Donc Holstein se positionnait comme un mécène des arts, de la musique, etc. Il soutenait la UNIA, mais Marcus Garvey ne l'invitait jamais à ses meetings et ne lui a jamais décerné un de ces grands titres honorifiques que Marcus Garvey aimait tant porter et aimait tant distribuer. D'ailleurs, c'est au cours de la première convention de la race que Garvey sera lui-même élu par ses partisans président provisoire de l'Afrique entière en exil, mais aussi chef d'État des 400 millions de Noirs dans le monde. Donc il s'inspirait de la nomination de Eamon Valera comme président provisoire de l'Irlande, mais contrairement à Garvey, Valera lui deviendra réellement le dirigeant de l'Irlande après son indépendance vis-à-vis des Britanniques. Donc dans cette convention, Garvey avait réuni 25 000 Noirs au Madison Square Garden. Donc il disait, ce jour-là, l'heure est venue pour 400 millions de Noirs de revendiquer leurs droits sur l'Afrique. Et cette convention, ici, donc leurs droits sur l'Afrique, à cette convention, on est en 1920. Il faut dire que tout le continent africain est colonisé à l'exception de l'Éthiopie et du Libéria. Donc aujourd'hui, nous sommes presque en 2020 et les Noirs américains et antillais n'ont toujours pas revendiqué, même les Noirs en général dans la diaspora africaine, n'ont toujours pas revendiqué leur part du continent qui leur revient de droit. C'est à cause donc de ces revendications et prises de décision que ces Black People Convention étaient considérés comme le Parlement des Noirs. Avant cela, lors des réunions entre Noirs, les gens passaient leur temps, comme aujourd'hui, à se plaindre et à dénoncer nos conditions, au lieu de proposer et s'activer au travail. Et Marcus Garvey était donc celui qui répondait à ce manque d'initiative en créant un fonds pour le salut
et le développement de l'Afrique. Il visait le Libéria, donc un des deux seuls pays libres d'Afrique avec l'Éthiopie, où il voulait créer une sorte de Harlem là-bas. Marcus Garvey voulait y envoyer tous les meilleurs de la communauté, donc les ingénieurs, les architectes, les profs, les artisans, les médecins, etc. Si cher à l'intégrationniste de Du Bois, qui lui voulait les garder aux États-Unis, puisque ça faisait partie de son plan pour pouvoir soi-disant élever la communauté noire. En réalité, c'était pour se faire voir par les blancs, pour dire nous, si on a des intellectuels, regardez, financez-nous, aidez-nous, etc. Bien évidemment, il ne le faisait pas d'un mauvais cœur, il le faisait avec conviction, il y croyait, puisque lui-même avait bénéficié pour être le leader de la communauté et pour le contrôler, pour se servir de lui comme dirigeant, leader des masses africaines, etc. Mais lui ne s'en rendait pas compte. Il pensait simplement que les Noirs pouvaient réellement réussir à s'intégrer aux États-Unis, etc. Mais donc Garvey, lui, il voulait envoyer tout ce beau monde en Afrique pour être donc l'avant-garde et commencer à construire et créer les conditions qui vont permettre à la masse de Noirs de suivre une fois que elle saura que désormais en Afrique, il y a des routes, des écoles, des chemins de fer, etc. En fait, les mêmes conditions de vie qu'ils peuvent retrouver aux États-Unis, parce que Garvey était lucide. Il savait que le noir en Amérique ne va jamais quitter son confort de Harlem pour aller vivre au fin fond de l'Afrique s'il n'y a pas d'infrastructure. Donc aujourd'hui, les intellectuels et l'élite africaine de la diaspora voudraient finir ces jours, en fait, voudraient finir leur jour hors du continent mère. Et ils n'y vont que si on leur offre des postes en politique, etc. Mais sinon, ils vont presque jamais pour construire. Donc Marcus Garvey, lui, à cette époque-là, pouvait convaincre ce genre d'individus à aller en Afrique. Même ceux dont aujourd'hui beaucoup n'osent même pas imaginer devoir mettre l'orteil en Afrique pour des vacances. Donc, ici, on parle de gens qui sont nés en Amérique dans les années 1920. Donc, il n'y a pas une compagnie aérienne, pas d'internet, de téléphone cellulaire, etc. On fait le voyage en bateau, on attrape des maladies tropicales. Mais Garvey arrivait à les convaincre. Et dire que même aux États-Unis aujourd'hui, on sait que les Noirs n'ont même pas cherché à construire pour eux-mêmes, avec détermination, des industries, des infrastructures, malgré leur nombre important, qui aurait pu faire d'eux une communauté qui pèse sur le plan économique. Mais au lieu de cela, ils ont été rattrapés puis dépassés par les Latinos, qui eux possèdent absolument tout ce dont ils ont besoin comme une communauté organisée aux États-Unis d'Amérique. Ils ont des chaînes de télévision pour l'information, ils ont de tout, mais les Noirs dépendent à chaque fois, pour tout le temps presque, du système. Garvey insistait en disant qu'on ne pouvait pas faire de grandes choses sans sacrifice. Il disait qu'il valait mieux mourir d'une maladie tropicale en Afrique que d'une balle du Ku Klux Klan, vu que les probabilités étaient à peu près semblables, car tout progrès de Noirs aux États-Unis provoquait la haine des Blancs. Par exemple, à Greenwood, à Tulsa en Oklahoma, où vivait la communauté noire la plus riche et la plus indépendante des États-Unis d'Amérique, surnommée Black Wall Street, ce qui finira bien évidemment très mal après un conflit racial où un jeune adolescent en fait noir de 18 ans, a été accusé de viol sur une fille blanche, alors que cela était totalement faux. Des journaux racistes ont fait circuler cette information et une foule de blancs armés et en colère est venue réclamer le jeune homme noir au commissariat de police pour le lyncher à mort. Donc, à cela, les Noirs ont été alertés de ce danger. Ils sont venus armés pour protéger ce jeune homme. Donc, ce qui va provoquer une colère raciste des Blancs. Et il y aura un échange de coups de feu avec plusieurs morts. Et la suite va être terrible pour des milliers de Noirs
puisque des milliers de blancs, dont des policiers, vont déferler dans les quartiers noirs après avoir pillé donc les boutiques d'armes des environs. Ils sont arrivés, ils ont commencé à tirer sur les passants noirs, ils ont commencé à brûler tous les commerces de noirs, cinéma, hôtels, boutiques, etc. par dizaines, voire par centaines. Tout ce qui a fait la réputation de la Black Wall Street, plusieurs milliers de logements noirs vont être brûlés ou détruits, dont 35 blocs appartements qui vont être bombardés même depuis les airs. D'ailleurs, c'est la seule fois de l'histoire des États-Unis où ce pays a bombardé sur son propre territoire. Et le bilan sera très lourd, donc plusieurs centaines de morts, 800 blessés qui ont été admis à l'hôpital, 10 000 sans-abri, 6 000 noirs arrêtés durant plusieurs jours. Donc tout cela contribuait au fait que Garvey savait que sans un grand pays noir fort et libre, les noirs seraient toujours empêchés de se développer partout sur la terre à cause du racisme. Donc là, il n'y avait même pas besoin de connaître le racisme, l'origine du racisme spirituel. On le vivait face à face. Même pas le temps de réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, il est simplement invisible, mais il agit toujours. Et il y avait que, comme on l'a dit, 2 pays africains qui étaient libres, à savoir l'Éthiopie et le Libéria, dont seul le second était en fait accessible, car plus proche des côtes américaines, d'une part, mais en plus, le Libéria était anglophone et avait été fondé par les États-Unis d'Amérique sous le président James Monroe, d'où le nom de sa capitale Monrovia. Donc inutile de dire que ce pays était totalement endetté et dépendant de l'aide occidentale, soi-disant aide. Donc c'est pourquoi Garvey, voulant en fait desserrer les taux américains sur ce pays, voulait l'aider à payer sa dette en lançant des souscriptions partout où il allait en échange de concessions de terres. Garvey voulait même rapidement lancer des projets agricoles et minières. Il a acheté une ferme à 60 km de la capitale et c'était le mieux en fait qu'on pouvait lui offrir. On ne pouvait pas lui offrir dans la capitale ou dans les environs. Il a fait venir cependant quand même un entrepreneur qui était prêt à construire des bâtiments, etc. Garvey payait même le maire de Monrovia qui était comme son salarié, ainsi que son fils. Et ce dernier ne se présentait jamais au travail. Et le fait que les collaborateurs de Garvey au Nigeria, au Libéria, ont commencé à se plaindre de l'attitude du fils du maire de Monrovia, qui était salarié de Marcus Garvey et de son organisation. Donc ils sont allés se plaindre auprès de son père. Eh bien, il se trouve que pour ce dernier, c'était tout simplement inacceptable parce que en réalité, le père était tout aussi corrompu que le fils. Et d'ailleurs, il mettait des bâtons dans les roues des projets. À chaque fois, il menaçait donc la UNIA de tout faire cesser si on lui donnait toujours pas plus d'argent. Entre-temps, l'équipage de la Black Star Line, par contre, quittait New York pour les Bermudes, Cuba, Haïti, Jamaïque, Panama, etc. Donc, le gouvernement des Bermudes a dû même écrire à Winston Churchill pour empêcher l'équipage d'accoster. Garvey s'arrêtait dans les îles et il organisait des levées de fonds monstrueuses où des milliers de gens commençaient à venir pour lui couvrir de billets. Par exemple, au Costa Rica, il a récolté jusqu'à 750 000 $ en valeur d'aujourd'hui d'un seul coup. Et même lorsqu'il est parti, la UNIA recevait l'équivalent de 300 000 $, non, de 30 000 $ actuels de contribution par mois des partisans de Marcus Garvey au Costa Rica. Donc le succès de la Black Star Line était énorme du point de vue populaire, du point de vue des contributions, puisque des dizaines de milliers de petits investisseurs avaient acheté des actions pour plus d'1 million de dollars, donc soit 15 millions en dollars en valeur actuelle.
Et tout cela en peu de temps, mais malheureusement pour rien. Car tout ça allait très vite s'écrouler et la communauté allait tout perdre. Et malgré cette douleur, très très peu de gens ont porté plainte, ont blâmé Marcus Garvey parce que le peuple le faisait confiance et il faisait tout cela pour la cause. Donc plus tard, il y aura même un juge qui va dire à Marcus Garvey que il aurait pu construire un hôpital pour les Noirs avec tout cet argent qu'il avait amassé. La Black Star Line était tout le temps dans le rouge à cause justement de la mauvaise gestion des gens corrompus qui étaient en son sein. Il y avait tout le temps des disputes, des détournements, mais surtout, il y avait des agents infiltrés pour saboter les bateaux, créer des divisions. Même les ennemis et rivaux de Marcus Garvey, noirs, envoyaient leur cheval de Troie pour le piéger, pour le faire se commettre, etc. C'est le cas du patron du plus grand journal de Chicago, le Chicago Defender. Donc, ça n'arrêtait pas de venir de tous les côtés. Donc, dans ce désordre, Marcus Garvey lui-même commençait à perdre patience. Il devait faire le ménage tout le temps. Et il n'avait pas beaucoup de temps pour faire ça. Du coup, donc, de nombreux ex-membres de la UNIA commençaient maintenant à se présenter volontairement au bureau d'investigation, etc. Donc, l'ancêtre du FBI, déjà à l'époque sous la direction de Edgar Hoover, qui a respectivement dynamité tous les mouvements noirs successifs, dont la UNIA, la Nation of Islam, le mouvement de Martin Luther King et de Malcolm X, ainsi que les Black Panthers. Donc, que vous soyez pacifique, plus agité, que vous soyez dans l'économie, les droits humains, etc., Edgar Hoover cherchait votre perte. Donc Marcus Garvey va devoir passer plusieurs mois en prison à cause des accusations diverses de ses anciens collaborateurs corrompus, dont des accusations même de violence, tentatives de meurtre, de fraude, etc. Certes, il y a eu même des bagarres en fait à l'interne suite à des disputes qui impliquaient même Marcus Garvey qui était excédé, qui était en colère, mais il n'y a jamais eu de tentative de meurtre ou quoi que ce soit de ce type, mais Marcus Garvey avait trop d'ennemis. Donc tôt ou tard, tout ça devait finir mal. En fait, la Black Star Line, pendant que Garvey est en prison, va être rongée de l'intérieur jusqu'à l'os par tous ses responsables. Alors que Garvey est en prison, personne ne suivait ses consignes et ses directives. Et Garvey dira depuis sa cellule, le noir est incapable de respecter l'autorité d'un autre noir en position supérieure. Donc voilà l'une en fait des grandes causes de leur échec selon Marcus Garvey, et on ne peut reconnaître que il y a une certaine véracité dans ses propos. Il faut dire que les esclavagistes ont eu le temps de programmer pendant 3 siècles la mentalité des Noirs en inculquant ce qu'on appelle la mentalité Willie Lynch, dont on reparlera si Dieu veut. Il y a même un test de poupées où des enfants noirs devaient choisir entre la poupée noire et la poupée blanche. Presque tous choisissaient la poupée blanche et trouvaient la poupée noire laide et méchante. Aujourd'hui encore, ce test marche chez les Noirs du monde entier. Ils sont conditionnés. Nelson Mandela raconte dans son autobiographie que dans les usines, on séparait les Noirs en groupes ethniques Zulu, Soto, Tswana, Xhosa, etc. Chacun de son côté pour qu'au cas où une des tribus se fâchait contre les conditions de travail, on pourrait se servir des autres pour se désolidariser. Et donc on créait un climat de méfiance interethnique, mais tous devaient cependant obéir et respecter les patrons blancs
Et toute la colonisation a été ainsi, que ce soit en Afrique, dans les Caraïbes ou ailleurs, dans le monde noir. Donc, face à cette épidémie de maladie Willie Lynch, où les Noirs détruisaient leur propre construction, leur propre fondation, tour à tour, les entreprises de la UNIA commençaient à tomber en faillite à cause des querelles, des détournements, etc. Ce qui faisait dire à Garvey, ceux qui dans une entreprise de blancs feraient honnêtement et correctement leur travail, ils en ont fait qu'à leur tête devant leurs frères noirs de la UNIA. Le tribunal va fixer finalement une caution de 15 000 $ pour faire libérer Marcus Garvey. Et son épouse, sa deuxième épouse, Amy Jacques, va immédiatement s'activer pour récolter cet argent, ce qui sera vite fait, puisque tout le monde soutenait Garvey. Ça, c'est bel et bien une preuve que, contrairement aux accusations, les gens étaient toujours avec Marcus Garvey, étaient toujours motivés pour la cause. Et donc, ça demeurait intact. Peu importe le nombre d'échecs, Garvey savait mobiliser les troupes. Rien que son nom, rien que son aura pouvait motiver. Et justement, à sa sortie, Marcus Garvey était plus que jamais déterminé à militer, cette fois-ci pour le retour en Afrique. Avant, il essayait les entreprises, les commerces, etc. aux États-Unis et ainsi de suite. Mais là, il va vraiment se focaliser sur le retour en Afrique. Donc de ce fait-là, il va fonder une nouvelle compagnie maritime après la Black Star Line, et il écrira à des sénateurs américains pour voir qui était pour un rapatriement massif des Noirs des États-Unis. Donc il voulait même envoyer des colonies afro-américaines ou caribéennes au Libéria et en Sierra Leone. Et donc du coup, il a lancé une levée de fonds, une fois encore, avec l'objectif d'atteindre 2 millions de $. Et justement, rapidement, l'enthousiasme va gagner la population. Et il y a même 70 personnes qui vont mettre 4 000 $, donc soit 60 000 $ d'aujourd'hui. Mais, cette fois-ci, par rapport aux autres levées de fonds, etc., Garvey essaie de solliciter des gens qui avaient un minimum de moyens, donc un minimum de 1 500 $ pour participer à ce projet. Et malgré l'engouement qui était là au départ, tout ça va très vite s'essouffler et chuter parce que en fait, il y aura un gros sabotage. L'ambassadeur du Libéria en personne aux États-Unis va faire publier dans tous les journaux de Noirs un article choquant disant que le Libéria va bloquer tous les visas des membres de la UNIA en direction du Libéria. Donc ça, c'est un gros coup qui a été porté au moral des Afro-Américains du peuple originel qui voulaient participer pour ce grand projet. Le président King du Libéria, qui venait d'être élu, donnait même pour prétexte qu'il craignait que l'influence de ces Noirs venus des États-Unis risquait de provoquer le soulèvement contre les pays voisins encore colonisés, etc. Donc il voulait pas faire de tort à ses amis soi-disant. Donc il a bloqué tout ça. Le pire est que les premiers colons avaient déjà été envoyés. Il y avait des ingénieurs, des ouvriers, toujours un entrepreneur en bâtiment. Tout cela avait déjà pris la mer avant que ce blocus de visa soit annoncé. Donc, quand ils sont arrivés au Libéria, immédiatement ils ont été expulsés et ils étaient arrivés avec des milliers de dollars de matériel qui a été confisqué. Et du côté de la UNIA, forcément on soupçonnait le rival de Marcus Garvey, Webb Du Bois,
qui se trouve avoir été quelque temps auparavant envoyé au Libéria pour représenter le président américain lors de l'investiture du nouveau président libérien, le président King. Donc face à ce désastre et au manque d'argent, donc sans parler des dettes, etc., pour la première fois, Marcus Garvey devait accepter pour la première fois des produits défrisants, éclaircissants de la peau, apparaître en fait dans son journal, le Negro World, donc le journal de la UNIA. Là, il n'avait pas le choix dans la mesure où Marcus Garvey avait déjà avancé 30 000 dollars pour l'achat d'un premier bateau, donc pour la nouvelle compagnie maritime. Et 3 mois plus tard, il avait ajouté 70 autres 1000 dollars, donc 100 000 dollars, c'est-à-dire soit 1,5 million d'aujourd'hui. Ce qui témoigne, malgré tout, ces difficultés-là, de sa détermination et de la motivation à toute épreuve des Noirs de cette époque-là, qui voulaient vraiment rentrer en Afrique. Mais pour le moment, ce bateau allait servir à faire du commerce et transporter des personnes et de la marchandise à travers l'Amérique centrale et les Caraïbes. Mais hélas, l'achat de ce nouveau bateau allait être le succès de trop pour Marcus Garvey, malgré l'adversité, puisqu'il sera accusé de fraude et d'escroquerie envers les Noirs. Donc, ces mêmes Noirs, comme on l'a dit, qui le soutenaient sans cesse et clairement, qui ont acheté ce nouveau bateau. Donc, Marcus Garvey va devoir à nouveau retourner en prison. Et pendant ce temps, une fois encore, ses collaborateurs restés dehors vont achever en fait tout ce qu'il avait bâti. Ils ont vendu le Liberty Hall, qui était le temple de plus de 5000 places où se rassemblaient régulièrement les partisans de Marcus Garvey. Ils l'ont vendu à perte. Là où les gens se rassemblaient tous les dimanches, comme on se rassemble à l'église, pour parler de la communauté, pour prendre des décisions, pour faire des levées de fonds, pour apporter des idées. Mais pire encore, les traîtres collaborateurs de Marcus Garvey, les maudits, ont vendu le nouveau bateau à perte pour 25 000 dollars. Et ça, c'était le président par intérim de la UNIA qui a fait ça, alors que ce bateau venait d'être acheté pour 100 000 dollars. Donc Garvey parlera de malédiction noire, de malédiction noire, de malédiction de noirs incapables d'obéir aux ordres. Ça, c'est encore en prison. Mais la seule chose positive dans tout ça, c'est que Marcus Garvey écrira en fait son premier livre. Et en dehors de cela, on nous dit qu'il passait énormément de temps à lire la Bible. La Bible, sans savoir que c'était, il est en train de lire l'hypostase de l'histoire du peuple originel. Donc Marcus Garvey, à ce moment-là, il va commencer à comprendre que, il va commencer à comprendre en partie que le problème est spirituel. Et il dira que en tant que noir, il nous fallait une littérature et une doctrine propre pour guider la race noire. Et ça, bien évidemment, ne sachant pas que la Bible qu'il tenait était un des livres qui émanait de son peuple et qui prophétisait tout ce qui lui arrivait à lui et à son organisation. Pourtant, Marcus Garvey avait fondé en 1921 avec le prêtre révérend George Alexander McGeer de l'église africaine orthodoxe qui représentait le Christ, les prophètes et tous les saints en hommes noirs. Mais malheureusement, entre eux, il y a eu des dissensions, des disputes, ce qui a mis fin à tout cela. Mais de toute façon, Marcus Garvey n'y croyait pas assez, ou tout du moins, il n'en a jamais fait un élément central et omniprésent
dans le combat de la cause, à l'exception de quelques passages bibliques où il parlait du peuple originel, ce n'était pas assez, parce que lui n'a fait que récupérer en pensant qu'il récupérait, mais il aurait pu donner les vrais arguments comme ceux que nous avons déjà pu partager avec vous. Garvey avait hélas, dans son combat, privilégié la question économique sur la question spirituelle, mais tout cela a été écrit car le temps n'était pas encore accompli. Une pétition qui a été signée par 70 000 Noirs appelait à la libération de Marcus Garvey. Early Little, père de Malcolm X, était un des instigateurs de cette pétition. Le président américain Calvin Coolidge acceptera de libérer Marcus Garvey, mais à condition qu'il quitte immédiatement le sol américain. En fait, pour faire simple, c'était même pas qu'il quitte, mais qu'il devait immédiatement être expulsé des États-Unis et retourner en Jamaïque. Plus de 1000 personnes sont arrivées à l'improviste sans s'annoncer pour lui dire au revoir avec des dons de plus de 10 000 $. Donc cumulés, les gens ont apporté en tout près de 10 000 $ pour le départ de Marcus Garvey. Et en rentrant, son bateau va faire escale à Panama, où encore 2000 personnes vont se cotiser pour l'aider pour son installation en Jamaïque, ce qui va lui permettre d'acheter une maison pour 1200 $ à côté du gouverneur britannique de la Jamaïque dans un quartier chic de blancs. Donc on pourrait croire que c'est là que toute l'histoire de Marcus Garvey s'arrête et que c'est là que cet homme-là va être totalement usé. Mais non, il va encore chercher à tenter quelque chose d'ambitieux et de grand en Jamaïque. Donc il a encore tenté quelque chose malgré l'adversité, le fait qu'il sera mis sous surveillance. Donc en réalité, je trouve que à la base, Marcus Garvey avait l'intention de vite quitter la Jamaïque en direction de l'Amérique centrale, où il avait énormément de partisans parce qu'il savait les difficultés qu'il y avait en fait avec les autorités jamaïcaines. Mais il se trouve que les autorités américaines et britanniques lui ont refusé les visas partout où il allait, que ce soit au Honduras, au Costa Rica, Panama, Trinidad, etc. Donc puisqu'il était bloqué en Jamaïque, dans son pays natal, comme on dit, où nul n'est prophète dans son pays, il cherchait tout de même à se faire prophète en se lançant en politique, où grâce à son charisme, à sa vision, à sa popularité, à son art oratoire, il sera élu rapidement conseiller à la mairie, puis il va créer un parti politique appelé le Parti politique du peuple, le PPP, dans le but de s'attaquer à l'élection au conseil législatif, où les 14 sièges étaient jusque-là presque tous occupés par des blancs, et c'est devant une foule de partisans qu'il a exposé son programme qui prévoyait des réformes agraires dans un pays où 100 000 paysans fermiers jamaïcains étaient exploités puisqu'ils devaient louer sur des terres qui ne les appartenaient plus, qui ne les appartenaient pas, pour cultiver, puisqu'on sait que à la base c'était des esclaves, donc ils ne possédaient aucune terre, et pour pouvoir cultiver, bien qu'ils étaient majoritaires, eh bien ils devaient louer ces exploitations-là. Donc Garvey prévoyait une réforme agraire. Il prévoyait un salaire minimum, ce qui n'existait pas à l'époque. Il a proposé de fonder la première université jamaïcaine et de lutter, et là il a fait une erreur, contre les magistrats corrompus. Donc ceux qui étaient en fait pour lui une affaire personnelle,
car on avait fait fermer son Liberty Hall, son local jamaïcain où il rassemblait ses partisans, et ça avait été fermé par un juge corrompu. Donc cette bataille en fait lui vaudra 3 mois de prison en Jamaïque, ce qui va bien évidemment l'empêcher de siéger au conseil municipal entre guillemets, et à l'assemblée, enfin qui va l'empêcher de siéger au conseil à l'assemblée locale, où il perdra sa place parce que elle va être considérée vacante par un vote de ses collègues. Bien évidemment, c'est un coup monté. Donc, de toute façon, sa carrière politique ne pouvait pas aller bien loin. Malgré toute sa popularité, il se trouve qu'en Jamaïque, pour avoir le droit de vote, il fallait prouver avoir un niveau de revenu suffisant qui est calculé à partir des déclarations d'impôts. Ce que seuls quelques privilégiés pouvaient prétendre ou se revendiquer. Et sur près de 1,5 million de Jamaïcains, moins de 100 000 étaient sur les listes électorales. De plus, on a même empêché les partisans de Marcus Garvey, qui étaient à l'étranger et qui voulaient l'aider, lui envoyer de l'argent pour faire sa campagne et permettre à ses partisans de voter. Donc en clair, tout le système était verrouillé. Donc dès lors, pour financer cette activité, il a dû hypothéquer sa maison, il est devenu très endetté, et dans cette nouvelle impasse, il est tombé dans la précarité, il a perdu le soutien de sa base populaire. En plus, puisque là c'est la Jamaïque, c'est pas les États-Unis, en plus il avait des procès, il y a eu d'autres sabotages, etc. Donc c'est donc un Marcus Garvey dégoûté, dépité par son propre pays, qu'il va décider de partir, en fait, avec l'idée de ne plus jamais revenir en Jamaïque, en affirmant que les Jamaïcains étaient les pires noirs de toute la terre. Mais si seulement il avait compris le Deutéronome 28 dans la Bible, il comprendrait que peu importe le pays, ça aurait été un échec et mat pour lui. Donc finalement, il ira au seul endroit où il pouvait aller, c'est-à-dire dans le cœur de l'empire colonial, c'est-à-dire en Angleterre, un pays avec un nombre de Noirs insuffisant pour pouvoir lancer un grand mouvement, en plus d'être moins connu là-bas et moins en forme au niveau de la santé. Donc, c'est là où il a pu aller. À Londres, Marcus Garvey déclare que il lui a fallu près de 50 refus pour qu'un hôtel accepte de le loger. Donc Marcus Garvey va chercher tout de même, avec l'énergie du désespoir, à retourner vers les États-Unis sans succès, notamment en essayant de passer par le Canada, où il avait organisé une convention de la race noire, mais il n'y avait rien à faire. Les portes des États-Unis, son fief, étaient totalement fermées. D'ailleurs, aux États-Unis, la UNIA commençait à décliner puisque Garvey n'était pas là, au point qu'on disait que maintenant, les gens préféraient aller à l'église le dimanche plutôt qu'aux réunions de l'association ou de l'organisation, ce qui était une nouveauté. C'est donc ainsi que, totalement bloqué, à Londres, Marcus Garvey va mourir le 10 juin 1940 à l'âge de 52 ans. Et la UNIA ne survivra pas longtemps sans lui. Pire, même sa mémoire sera effacée de la tête des Afro-Américains et Antillais, puisque en 1950, c'est-à-dire à peine 10 ans après sa mort, dans les Caraïbes, on n'avait plus de souvenirs de Marcus Garvey. Confie un certain Robert Hill qui dit que à ce moment, il avait 16 ans et il n'avait jamais entendu parler de Marcus Garvey de toute sa vie. Donc Garvey, qui a tant voulu ramener ses frères en Afrique, va mourir sans jamais y avoir mis un seul orteil. Donc on aurait dit tel Moïse
par rapport à la terre promise, mais la masse d'Afro-Américains, elle aussi, est restée en Égypte sans avoir mis les pieds sur la terre promise, car en effet, tout cela s'est passé 100 ans trop tôt. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir les influences de Marcus Garvey, l'action plus précise de son entreprise, quelles sont les causes de l'échec, etc., etc. Donc, paix, vie, force et santé, salutations.